écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Vous êtes une espèce en voie d'extinction. Peut-être, monsieur. Mais on n'y est pas encore. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Raging Fire Club. On remercie encore Oogie Boogie donc de nous avoir fait ce magnifique jingle, ce magnifique générique. Voilà, on le remercie encore et on le remerciera toujours. Et aujourd'hui, nous quittons le cinéma hongkongais pour nous recentrer sur le cinéma de Chine continentale et plus particulièrement le DTV chinois, le direct to vidéo, à travers un jeune réalisateur très prometteur. Donc qui s'appelle Chris Wu, donc Wu Xiuqiang. Aujourd'hui, pour m'accompagner, malheureusement, notre légendaire Jonathan Azian n'est pas présent, mais on l'embrasse fortement, on pense à lui et ne vous inquiétez pas, il sera présent pour une prochaine émission. Mais je suis toujours avec mon frère de sang, Paul Gossem, qui est avec moi. Comment vas-tu, mon cher Paul? Salut mon Max, bah écoute, tout va bien. Toujours, bonjour à tous et puis ravi d'être là pour cette troisième édition du Raging Fire Club. Bon, on a un petit partenaire qui est pas là, mais vous inquiétez pas, il sera de retour à la prochaine. On l'embrasse fort et Max, je suis content de parler de ce sujet parce que je pense que Chris Wu, à part quelques aficionados du cinéma d'action et du cinéma de Chine en particulier, il y a peu de gens qui le connaissent. Donc ne décrochez pas, ça va être intéressant. On va vous parler de quelqu'un qui, on le pense, fera parler de lui dans les années qui viennent. Et on est très content d'être peut-être les premiers à vous parler de ce réalisateur. Donc c'est parti pour Chris Wu. 哪里来的野小子？ 行不更名，坐不改姓。青阳镇，林动，管他什么血一门血狼帮，我一个都饶不了。严惩的事，我劝你少管。阴谋诡计再多，终究 比不过拳头够硬。Donc, mon cher Paul, est-ce que tu peux un petit peu nous dresser le portrait de ce personnage? Parce que, comme tu l'as dit, c'est vraiment un réalisateur en devenir qui a vraiment un très gros potentiel. Donc, est-ce que tu peux un peu nous dresser le parcours, histoire que les gens en sachent un petit peu plus? Alors ouais, bien sûr. Alors avant même de dresser le parcours de Chris Wu, on va peut-être aussi expliquer pourquoi on a décidé de faire une émission sur quelqu'un qui est quasiment inconnu en France. Comme vous le savez, on est quand même des gens qui regardons pas mal de cinéma et de cinéma hongkongais et c'est vrai qu'on regarde aussi, on cherche un peu aussi à travers les DTV chinois qui sont proposés aujourd'hui sur des plateformes comme Iki, comme Youku. On regarde ce qui sort, ce qui se fait en Chine. On est plus ou moins déçu, plus ou moins content selon les choses. Et puis c'est vrai que à force de regarder des DTV chinois, que ce soit des films d'action, des wuxia, des films de kung-fu, et qu'on se dit tiens, celui-là était pas mal quand même, et de voir réapparaître ce nom, on s'est dit mais tiens, ce gars-là, il fait souvent des trucs qui sortent un peu du lot, qui sont au-dessus de la mêlée. Donc on a décidé d'approfondir un peu plus la question et de parcourir un peu sa filmographie qui commence à être pas une petite filmo, hein. Bon, il a pas encore 40 films derrière lui, mais ça commence à être du sérieux. Et Chris Wu, c'est quelqu'un qui est né à Canton, en Chine, hein, mais au sud-est de la Chine, une région qui est très proche de Hong Kong, hein, qui est au sud-est de la Chine, et qui c'est pas anodin parce que c'est quand même une région, même si elle a été toujours sous l'orbite de la Chine continentale, c'est une région qui se rapproche de Hong Kong de par sa culture et sa langue, et qui a été toujours une région assez ouverte
hein, aux investissements étrangers, à la présence étrangère. C'est une ville qui, alors c'était pas Hong Kong, hein, mais c'est une ville quand même qui était perméable aux influences, qu'elles soient économiques, culturelles, qui agitaient l'île pendant la période britannique. Donc c'est quelque chose qu'on va peut-être retrouver un peu aussi dans son cinéma. On essaiera de voir si on retrouve du Hong Kong ou pas dans le cinéma de Chris Wu. Mais je pense que c'est notable de savoir qu'il est né à Canton, même s'il n'y a pas passé toute sa vie, puisqu'il déménagera assez vite sur l'île de Hainan. Et donc, il a passé sa jeunesse à regarder pas mal de films hongkongais qui étaient diffusés à la télé à ce moment-là, que ce soit de la Shaw Brothers ou des choses plus récentes. C'est quelqu'un qui est très marqué par le cinéma de Hong Kong des années 80 et 90. Donc, finalement, c'est quelqu'un qui a un peu les mêmes références que nous, on va dire. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a remarqué le bonhomme. Et c'est quelqu'un qui est comme en fait, qui aurait ça aussi pareil, point commun avec pas mal de gens de la nouvelle vague. Hein. C'est quelqu'un qui a étudié le cinéma en Europe. Alors quand je dis de la nouvelle vague, ça peut être en Europe ou aux États-Unis. Hein, quand on pense à Choi Ark par exemple. Mais enfin voilà, c'est quelqu'un qui a une connaissance du cinéma occidental et qui l'a étudié sur place. Hein. Il a étudié le cinéma en Angleterre. Et puis il a vite rejoint une agence de pub. Il a réalisé donc à ce moment-là, après ses études, une flopée de publicités, de courts-métrages qui lui ont permis de fortifier sa technique, son talent, son style. Donc son premier film s'appelle The Last Martial Arts. Alors je suis désolé, je l'ai cherché, je n'ai trouvé aucune trace de ce film. Ça doit être quelque chose qui est pas sorti des frontières chinoises. Donc son premier film était un film d'arts martiaux, si on en croit le titre. Moi, je ne sais pas de quoi il parle, mais il s'est tout de suite embringué dans ce style-là. Il faut savoir hein, que Chris Wu, c'est un pratiquant d'arts martiaux. C'est quelqu'un qui est passionné par les arts martiaux. Ça fait 30 ans qu'il les pratique, qu'il s'intéresse à différents styles d'arts martiaux. Et donc, c'est normal aussi que ce genre le touche et que ce genre apparaisse fortement dans sa filmo. Qu'est-ce que je pourrais dire avant de te laisser vite fait la parole. Enfin, il a eu pas mal d'influences occidentales aussi, comme tu l'as dit. Alors c'est ce que je disais. Hein, alors je voulais au départ parler plus de son parcours que de ses influences parce que je pense qu'on pourra aussi en parler au fur et à mesure de la découverte de sa filmo. C'est quelqu'un qui monte une boîte de prod. Donc Chris Wu, c'est un réalisateur, c'est un artiste, mais c'est aussi un businessman. Hein, et avec son compère Hao Dong, il va fonder la boîte de prod de Yuchi Fangchi. Alors excusez-moi pour mon accent tout pourri chinois, mais ça doit être quelque chose comme ça. Ça doit être comme ça que ça se prononce à peu près. Et donc il a une boîte de prod, et donc c'est quelqu'un aussi qu'on peut rattacher à cette grande tradition de réalisateurs, producteurs, comme on en a vu à Hong Kong. Alors bien entendu, on peut parler des Choi Ark, on peut parler des Sammo Hung. Hein, c'est des gens qui produisaient et qui étaient autant des hommes d'affaires et que des artistes, et qui étaient donc forcément toujours à l'affût des tendances et de ce qui marche et de se demander comment on ramène le monde en salle. Alors lui, il se demande pas comment on ramène le monde en salle pour le moment, bien que ce soit son ambition hein, de faire des films en salle, puisque pour l'instant, il se consacre au DTV. Donc la question qu'il va se poser en tant qu'homme d'affaires, hein, Chris Wu, c'est comment on fait pour que les gens cliquent, streament et restent sur le film. Et donc on verra, il se caractérise par alors on verra comment il mélange diverses influences et où il va trouver ses idées pour faire ses films et accrocher le public. Mais c'est quelqu'un qui son cinéma ça se voit dans son cinéma, qui est en recherche constante d'efficacité. Il faut que ce soit efficace, il faut que ça traîne pas, il faut que le public soit immergé, et il faut qu'il ait pas envie de passer à autre chose, puisqu'on est on est dans la dure loi des plateformes de streaming. Enfin voilà, donc le personnage c'est un peu ça. Je pense qu'on continuera à dire des choses sur le bonhomme au fur et à mesure de l'émission, mais c'est quelqu'un donc qui est fortement influencé par tout type de cinéma. Et tu nous parlais des influences occidentales justement, Max. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu? Oui, au niveau des influences, c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est un peu de notre génération, qui a un petit peu les mêmes influences, qui a regardé un peu les mêmes trucs. Effectivement, le cinéma de Hong Kong des années 80-90, hein, des gens très 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 classiques, hein, comme Tsui Hark, John Woo, Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee, Stephen Chow. Et côté américain, c'est des gens avec lesquels on a grandi, hein, comme James Cameron,
comme Spielberg, comme Tarantino aussi. Tarantino, Tarantino, ça a été l'influence de beaucoup de jeunes cinéastes à travers le monde, de jeunes cinéphiles à travers le monde quand même. Et puis on peut y reconnaître aussi un certain, au niveau du cinéma plus récent, quand même une certaine inspiration de Michael Bay aussi quand même, parce qu'il est quand même dans ses influences, autant dans les Wuxiapian que dans les films de commando d'action contemporain, mais surtout dans les Wuxiapian, moi je trouve quand même, au niveau du grand spectacle un petit peu avec à effets spéciaux, on va dire, il y a quand même de ça. Et voilà, je sais pas sur quoi on peut partir. Est-ce que tu veux partir sur les wuxia ou sur les films d'action? Bon alors c'est un peu comme tu veux. Ah ouais, par exemple, je voulais juste rajouter un petit truc sur Quentin Tarantino. Alors, on comprend vite sur ses influences occidentales. Alors Michael Bay, c'est visible, comme tu l'as dit. Alors moi, je dirais même que Michael Bay, je le retrouve dans ses wuxia, dans ses films de kung-fu, mais aussi dans ses films d'action. Alors on dira pourquoi quand on décortiquera un peu la filmo, mais bon, Michael Bay, c'est pour moi au niveau américain l'influence principale de Chris Wu. Il est très marqué aussi, je trouve, par le cinéma coréen, oui. Notamment les films de Kim Ji-woon. Je pense à j'ai rencontré le diable, des trucs comme ça, mais pas mal aussi par le cinéma indonésien. Moi, j'ai retrouvé beaucoup de The Raid, de The Night Come For Us, de cinéma coréen aussi, d'action comme The Villainess. En fait, c'est quelqu'un qui va piocher un peu partout et qui fait sa sauce avec ça on peut retrouver aussi le côté steampunk et film d'animation japonais aussi dans les wuxia. Bien sûr, j'allais en parler. C'est un cinéma, alors surtout sur ces wuxia, c'est un cinéma très fortement influencé par l'animation japonaise. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a plein d'influences et je pense que bon, par exemple, Quentin Tarantino, j'ai pas remarqué d'influence, ça se repère pas, mais je pense que vraiment Quentin Tarantino, lui, par exemple, se rapproche dans cette façon de concevoir la chose, c'est-à-dire d'aller emprunter à plein de choses et de façon visible, c'est-à-dire de rendre même quasiment des hommages, c'est-à-dire de pas se cacher de ses influences, mais de les exposer au public en disant voilà j'aime ci, voilà j'aime ci, voilà j'aime ça, et de faire un peu leur compote avec et d'en faire quelque chose d'unique. Alors on va pas comparer Chris Wu à Tarantino, c'est pas des réalisateurs pour le moment, en tout cas de même calibre, et parce qu'ils officient pas dans la même cour. Tarantino fait des films, il fait ce qu'il veut, c'est un grand réalisateur à qui on donne les moyens de faire tout ce qu'il veut. Chris Wu, il s'inscrit dans une logique de cinéma d'exploitation finalement, où il y a l'efficacité, la rentabilité. Puis c'est aussi une jungle, c'est aussi voilà le DTV, c'est la grosse course, ça, il y a des sorties tout le temps. Donc pour tenir le haut du pavé, il faut quand même donner dans l'efficacité. Mais je pense que par exemple Quentin Tarantino et lui sont à rapprocher là-dessus. Mais je le rapprocherai. Je finis. Je sais que je suis un peu long, mais je le rapprocherai de toute façon aussi de toute la tradition du cinéma des années 80-90 hongkongaise. On l'avait dit dans notre précédente émission sur la Ghost Kung Fu Comedy, par exemple, où c'est un cinéma qui, pour faire des choses nouvelles, va aller piocher dans plein de choses. La Ghost Kung Fu Comedy qui reprenait, par exemple, on l'a dit, les concepts et les formules de gros blockbusters américains pour les refaire à leur sauce. Donc, il s'inscrit un peu dans toute cette tradition. Donc oui, on va retrouver plein de choses, de plein de sphères cinématographiques et culturelles différentes dans son cinéma. Et c'est ça qui est assez appréciable, d'ailleurs. Alors, on verra ce que l'on pense des films. Si on vous en parle, c'est qu'on les pense au moins intéressants. Et oui, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme tu l'as dit, Max, sa carrière peut être découpée en deux gros domaines. C'est-à-dire qu'il va surtout aborder le film d'action contemporain. Et puis aussi, il a une autre partie de sa filmo qui va être plus tournée vers le wuxiapian, c'est-à-dire le film de sabre chinois ou le kung-fu-pian. Donc on a vraiment deux pans de sa filmo, le film d'action contemporain et le film d'arts martiaux. Alors traditionnel, non pas traditionnel, mais en tout cas le film d'arts martiaux. Et on va voir un peu comment tout ça s'articule. Alors comment tu veux t'y prendre, Max? On commence par quoi? On peut peut-être commencer par le wuxiapian, qui est peut-être enfin je crois que c'est le plus grand nombre de films qu'il a fait. Je crois qu'il a dû en faire 5 ou 6. Et je crois qu'il a commencé un petit peu par ça, en tout cas dans les films les plus exposés. Alors moi j'en ai compté même 8.
J'en ai compté même 8 des wuxia. Alors très simplement, alors son premier film que j'ai trouvé moi la trace, son premier film, il date de 2017, il s'appelle Twin Detective. Alors je m'excuse auprès des auditeurs, je sais pas ce que c'est, j'ai pas trouvé pareil, j'ai pas trouvé. Très difficile à trouver le DTV chinois, c'est très difficile à défricher. On commence un peu à le faire, mais en 2017, donc ça correspond avec le début du DTV chinois. Est-ce que c'était un DTV? Est-ce que c'était un téléfilm? Est-ce que c'est un film sorti? Je peux pas vous dire, ça me paraît pas être un wuxia. Twin Detective, et vu l'affiche que moi j'ai vue, je pense que c'est quelque chose de contemporain, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Alors au niveau des wuxia, ça va se découper finalement en 2 grandes sagas, qui va commencer. Alors une qui va commencer dès 2018, qui s'appelle, alors elle a plein de titres, elle s'appelle Demon Sealer Bureau, ou alors Demon Département, ou Demon Subdivision, donc il y a plusieurs titres, vous pouvez le trouver sous plusieurs titres, et qui pour l'instant est une quadrilogie, donc c'est-à-dire qu'il y a 4 films. Le dernier est sorti cette année en 2022, c'était le 4e, donc, et le premier était sorti en 2018. Ensuite, il a aussi une autre saga qui s'appelle Marshall Universe, qui pour l'instant a 2 volets. Alors le premier volet de Marshall Universe, il est sorti en 2021 en 2020, excuse-moi, et le deuxième volet en 2021. Donc ça c'est plus un Kung Fu Kan, il y a moins de sabres, alors que l'autre est plus wuxia, mais c'est quand même des films qui sont très similaires, très identiques dans la façon d'aborder le genre et de le mettre en image. Et il aura aussi un one shot, un film qui se suffit à lui-même, qui est sorti cette année, il me semble, qui s'appelle Strange Door and Dark Blade, excusez-moi, ouais. Stranger and Dark Blade, donc qui est un wuxia. Donc en gros, sa filmo se compose de ça, au niveau wuxiapian, kung fu, c'est 4 films de la saga Demon Department, 2 films du Marshall Universe et Strange Door et Dark Blade, qui me semble est sorti cette année. Alors pareil, avant de te laisser vite fait la parole, on voit à sa filmo que c'est quelqu'un qui fait plusieurs films par an. Il y a plusieurs sorties. En 2022, il a sorti plusieurs films, dont le dernier Demon Department, mais aussi Blind War, un film d'action. En 2021, pareil, il en avait sorti 2. Enfin voilà, donc c'est quelqu'un qui bosse énormément, qui bosse beaucoup. Et donc ces films sont faits aussi dans cette urgence, on va dire. Ouais, c'est un peu une jungle, comme tu as dit, le DTV. Voilà, il faut occuper le terrain. Voilà, il faut occuper le terrain, il faut tout le temps occuper le terrain. Alors avant de te laisser la parole, on peut le dire, c'est quelqu'un qui occupe le terrain et qui l'occupe bien, parce que ses films sont quasiment toujours dans les top streaming. Ça rapporte des sous. Par exemple, le Marshall Universe, il a rapporté une 30aine de millions de dollars. Il est resté au top 3, en top 1, 2, 3 des plateformes pendant super longtemps. Ces films d'action, pareil, ça rapporte entre 30 et voire 39 millions de dollars. Donc c'est pas des petits chiffres. C'est un cinéma qui rapporte de l'argent. Alors, le wuxia selon Monsieur Chrysuo, Max. Ce qui est très intéressant, en fait, ce qu'on remarque tout de suite, moi je l'ai pas découvert avec le wuxia, je l'ai découvert avec les films dont on va parler après, mais du coup on y reviendra. Mais ce qui est intéressant, moi je dois quand même faire une espèce de petit aparté sur ma vision du wuxia. Comme vous le savez, ce n'est pas mon genre de prédilection, c'est un genre que j'aime, mais j'aime avant tout quand il a une espèce de patte graphique, plus que les combats, plus que l'aspect de chevalerie et d'héroïsme. J'aime aussi quand il a quelque chose de graphique. C'est pour ça que j'aime beaucoup, par exemple, les wuxiapians de quelqu'un comme Daniel Lee, par exemple. Je trouve, en plus d'être des super films d'action et des super films héroïques, des films qui sont très, 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 très beaux. Et je trouve qu'il y a aussi ça, alors à l'échelle du DTV, on n'est pas dans du cinéma, ce ne sont pas des films de cinéma, mais pour des films de direct ou vidéo, il y a déjà un certain standard technique, déjà qu'on peut voir visuel. Et moi, je trouve, sur tous ceux que tu as cités, particulièrement sur le dernier, où là, on atteint un niveau que moi, je trouve, c'est mon préféré de tous ceux qu'il a fait, c'est Strange Door and Dark Blade, que j'ai découvert très récemment.
et que j'ai trouvé extraordinaire et super esthétique, super graphique, très 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 beau. Et on en a parlé au niveau des influences. C'est vrai que on a cité toutes ces influences, mais on a cité le manga, on a cité le steampunk, on a cité le jeu vidéo aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un aussi, je pense, qui fonctionne parce qu'il a conscience de tous ses supports, il a conscience de toutes ses références, de tous ses genres, et il arrive à les distiller dans les films. Alors ce qu'on peut reprocher un petit peu, c'est encore une fois, c'est du DTV, donc c'est au niveau des effets spéciaux. Évidemment, les FX sont toujours un petit peu plus en deçà de certains standards de films de cinéma, mais quand même, enfin, il arrive toujours à contourner ça par une envie de mise en scène. Et c'est un réalisateur de films d'action, quoi. Donc il met vraiment toute son énergie dans l'action. Mais pas que. Il met aussi, il y a des, comme tu as dit, on a ces références à ce cinéma hongkongais au niveau du changement de ton, notamment à travers, on a à la fois des très belles scènes d'action, très belles photographies, très esthétiques, et puis par moments des ruptures de ton avec de la comédie, des personnages un peu plus décalés, etc. Voilà. Moi, globalement, je te dirais que celui qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le tout dernier. Parce que il faut savoir que bon, on a accès à ces films sur YouTube, hein, c'est sur les plateformes en font la promotion et les mettent sur leur plateforme YouTube de manière totalement légale, hein, c'est pour en faire la promo. Le problème, c'est que c'est souvent pas super bien sous-titré. Et moi, déjà, j'ai déjà un petit peu du mal à rentrer dans le wuxiapian parce que c'est pas mon style de prédilection. Moi, le wuxiapian, je le regarde un petit peu comme une estampe. Je m'accroche plus au visuel qu'à l'histoire, globalement, parce que ça m'accroche un peu moins. Donc ça peut aller pour les gens comme moi. Les gens qui veulent vraiment suivre l'histoire, l'intrigue, les sous-intrigues, ça peut peut-être être un peu problématique pour eux. Mais en tout cas, il y a beaucoup de scènes d'action, il y a beaucoup de scènes graphiques, il y a beaucoup de scènes visuelles, donc vous pouvez vous raccrocher quand même à ça. Donc je dois être, voilà, les quelques-uns que tu as cités, notamment les Demon Slayer Bureau, j'ai dû en voir un ou deux, et Martial Art Universe, j'ai dû en voir un, et c'est vrai que je suis pas forcément rentré dedans, alors peut-être pour tout un tas de raisons, je te dis esthétique, au niveau des sous-titres, etc. Et parce que le wuxia est pas mon genre de prédilection, mais si vous aimez le wuxia, je pense que vous allez quand même aimer. Mais cela dit, par contre, pour le dernier, là, le Strange Door and Dark Blade, celui-là, par contre, j'ai complètement accroché parce que visuellement, je l'ai trouvé d'un autre niveau. Encore une fois, là, je pense que, en fait, d'année en année, il arrive à apporter quelque chose de plus au niveau technique, au niveau graphique, etc. Et moi, j'ai été emporté directement dans le récit. Premier combat de Strange Door avec l'esthétique comme ça. Un mélange de couleurs, de neige. Les films sont très très beaux, hein. Et pour du DTV, c'est franchement incroyable. Donc voilà, moi je noterais surtout celui-là, surtout le dernier. Alors ouais, je suis d'accord, moi aussi c'est mon préféré, Stranger and Dark Blade. Ah ouais, c'est clair, on a accroché. Alors très direct, hein. Alors pour expliquer très vaguement, hein, parce que de quoi ça parle, hein, c'est une jeune femme qui bosse, qui est assassin en fait, hein, un assassin pour une milice au service d'une dynastie, et qui finalement, alors c'est des plots qu'on a vus et revus, hein, qui commet le crime de trop, hein, et donc qui cherche sa rédemption en poursuivant une vie conjugale avec un mari qui fabrique des lampes, des lanternes, hein, et qui finalement devra reprendre du service parce qu'on lui demandera de prendre part à une enquête sur fond de monstres et d'ombres chinoises. Alors dès le départ, hein, on a ce plan-là, on a cette scène dans la neige avec des arbres rouges, hein, qui saturent complètement le truc. Bon, on pense directement à Zhang Yimou, là, on est complètement dans le cinéma de Zhang Yimou. C'est un film qui accroche. Alors ouais, je comprends ce que tu as. Alors moi le wuxia, c'est mon style de prédilection par contre. Alors ce que je remarque moi en tant qu'amateur de wuxia, où je suis très conscient, et ça a toujours été le cas, des scénarios souvent très compliqués, plein de sous-intrigues, très alambiqués du genre, hein, et que souvent on comprend pas trop ce qui se passe parfois. Alors on a des exemples comme ça, on peut en avoir plein, hein. J'en prends un qui va être connu de tous, c'est le dernier Sacra de Donnie Yen, où on voit qu'il a quand même beaucoup de mal à développer son intrigue de manière équilibrée, on va dire, hein. Et c'est souvent le cas dans les wuxia, et justement dans les films de Chris Wu, je ne trouve pas.
Au niveau narratif, je trouve. Alors lui, il produit les choses, donc il s'occupe aussi de les scénariser. En fait, c'est des projets que lui, au sein de la Yongshu Fengji, là, de sa boîte de prod, il va développer, il va mettre sur pied, il va produire, il va réaliser et il va les proposer et les vendre aux plateformes. Donc c'est des produits qui sortent indirectement de eux. Il n'est pas Chris Yu, il n'est pas pris en tenaille ou pris en commande. Hein. C'est pas des films de commande. C'est des films que il adapte au marché du DTV, mais qu'il conçoit lui-même et qu'il scénarise lui-même. Et je trouve, alors autant dans ses films d'action d'ailleurs que dans ses films, dans ses wuxia, qu'il a aussi une tendance à rendre assez clair le propos. C'est-à-dire que ces scénarios, contrairement à beaucoup de DTV, alors surtout dans le wuxia en ce moment qu'on voit aujourd'hui, bah justement, ils sont plutôt faciles à suivre, plutôt faciles à cerner les intrigues. Il part pas dans 50 millions de personnages, 50 millions de sous-intrigues. Les trucs sont très simples, très carrés. Alors c'est souvent du vu et revu dans les enjeux, dans les intrigues, parce que on veut que le spectateur soit en terre inconnue, hein, qu'il soit pas perdu. Mais je trouve que, alors c'est peut-être l'école aussi européenne qui fait ça. Hein. Je trouve qu'il a une façon très européenne de raconter les histoires. Beaucoup plus que ou américaine, enfin je veux dire très occidentale plutôt, excusez-moi, mais que les scénarios qu'il met en image sont il y a pas de bout de gras, il y a pas de c'est rythmé, on comprend bien ce qui se passe, il y a pas 50 millions de personnages, ça va d'un point A à un point B, c'est très 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 simple. Les films doivent durer une heure et demie, grand max. Hein, c'est à peu près le standard des DTV. Et en ça, il faut que l'histoire se tienne. Et je trouve qu'il y arrive plutôt bien. Et c'est quelque chose que je vois, c'est que malgré parfois, c'est vrai, les versions sous-titrées anglaises pas terribles, on arrive quand même à suivre ce qui se passe, à comprendre les enjeux, à comprendre ce qui motive les personnages ou ce qu'ils ressentent. Je trouve ça, pour du cinéma d'exploitation et du cinéma efficace, justement, assez efficace dans la manière d'écrire. Il fait pas dans la dentelle, il fait pas dans l'originalité, hein, c'est des enjeux, des intrigues qu'on a souvent vues et revues d'une manière ou d'une autre, mais qui perdent pas le spectateur. Donc je trouve que sur ces films-là, sur ces wuxia, c'est un peu comme ça. Alors moi aussi, mon préféré, hein, comme je disais, c'est Strange Door and Dark Blade. Alors, le Demon Department, on dit un peu de quoi ça parle les films ou pas du tout, Max? Bah si tu y arrives, vas-y, parce que moi j'ai. Alors très rapidement, Demon Department, c'est 4 films qui suivent, pareil, une espèce de milice impériale qui est chargée de chasser les démons, hein, tout simplement, hein, pour le compte de dynasties. Alors ces films se passent pas dans des dynasties, fait pas d'histoire, hein, c'est des mondes un peu parallèles, des uchronies, hein, comme t'as dit, ça, on a beaucoup de steampunk. Alors le steampunk, pour les gens qui savent pas, c'est un mélange d'images, d'histoire, de tradition, mélangées à des trucs futuristes. Donc on est dans des mondes où on est dans une Chine soi-disant traditionnelle, hein, montrée comme traditionnelle, avec des décors comme t'as dit, hein, des espèces d'estampes. C'est très beau visuellement, hein, franchement, c'est très léché. Et mais on peut avoir des trucs super technologiques, des armes vachement techniques, voilà. Donc on a ce mélange cyberpunk, steampunk, hein, qui vient se mêler à son univers et à son univers chinois, on va dire d'époque, hein, qui se mélange. Alors Demon Department, on suit à chaque fois cette brigade anti-démon qui est sur une affaire ou sur une autre pendant 4 films. Alors à chaque fois, on va pas faire les plots des 4 films, mais le truc c'est ça, hein, on a une brigade avec des personnages qu'on suit plus ou moins, parce qu'il y en a qui disparaissent, qui reviennent selon les épisodes. C'est des personnages qu'on va suivre dans leur mission de chasser les démons. Alors souvent avec des intrigues de cours, des choses comme ça, hein, bien entendu dedans. Ah, c'est des films très sympas. Le meilleur reste le dernier, hein, je trouve. Ouais, comme tu dis, qu'il y a une montée en gamme, hein, au fur et à mesure des années. On y trouve plein d'influences. Hein. Bah, franchement, Demon Sealer Bureau, là, Demon Department. Déjà, on pense à Détective dit direct. Dans le truc de faire des enquêtes, d'avoir cette milice impériale. Alors là, c'est pas la milice du Temple suprême, ou je sais plus exactement comment elle s'appelle dans Detective D, hein, mais on a un peu ça, hein. Puis c'est le même type de costume, hein, des choses qu'on peut voir aussi dans les films de Daniel Lee d'ailleurs. Ces costumes noirs d'assassins impériaux là, hein. Et puis ça, on a pas mal de, voilà, sur le dernier, on retrouve par exemple au niveau des armes technologiques et tout. Moi, ça m'a fait penser encore à Zanguimou, ça m'a fait penser à Shadow, tu sais, avec ces espèces d'éventails mécaniques,
hein, c'est un peu tout ce style d'armes bizarroïdes, mi-futuriste, mi-traditionnel, et ça brasse tout un tas d'influences, hein. Alors par exemple dans le dernier vous avez un gros hommage au Kaiju Ega, puisque sur la fin, hein, sur le 4e, vous avez une bataille de monstres géants qui est bien fait. Alors au niveau des CGI, alors ça monte en gamme, hein, ça monte en qualité, franchement depuis un an. Alors moi je suis plutôt même surpris. Alors bien entendu, hein, tu vas avoir un moment, un plan, c'est pas très bien incrusté et ça, mais je suis quand même vraiment surpris de la qualité des effets spéciaux. Alors moi je suis pas fan du numérique en plus normalement, et je trouve que par rapport à des films chinois qui sortent en salle, et même par rapport à des films occidentaux qui sortent en salle, hein, mais vous pouvez me citer des DC Comics, des Marvel, des trucs qui soi-disant sont à la pointe de la technologie, bah je trouve pas qu'il a franchement à rougir, hein, Chris Wu, par rapport à ce qu'il nous montre, hein, au niveau de la qualité des effets spéciaux. Bien entendu, j'ai pas dit que c'était les meilleurs effets spéciaux du monde, mais c'est quand même du beau boulot, c'est appliqué. Alors ouais, bon, il y a parfois quelques monstres qui font tâche, hein, mais franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est très beau, et c'est pas des films devant lesquels vous vous direz à chaque fois, ah, les effets spéciaux, c'est dommage, là, parce que non, c'est quand même bien fait, hein. Alors, on a le Marshall Universe alors Marshall Universe, c'est un truc qui est basé sur des romans en ligne, un web roman, je sais pas comment on appelle ça, hein, d'un auteur qui s'appelle Tian Can Tudun, qui est un auteur chinois. Alors c'est inconnu chez nous, mais ça a 90 millions de lecteurs sur le net, hein. Donc vous avez, hein, quand même, c'est un gros machin, et c'est un truc. Alors c'est des univers, un univers qui se poursuit, qui est énorme, hein, l'univers de Marshall Universe, que Chris Wu a adapté. Alors lui pareil, hein, c'est une adaptation très libre. Il prend quelques arcs, hein, de ses romans pour en faire des films, et ça nous envoie dans une espèce de monde chinois qui a jamais existé, où se battent plusieurs clans pour dominer les arts martiaux et pour dominer ce monde-là, hein. Alors à l'aide de pouvoirs magiques, ils tirent leur pouvoir de pierres sacrées. Donc t'as le clan des méchants qui sont en noir, t'as le clan des gentils qui sont un peu habillés comme des villageois chinois plus traditionnels. Alors là, c'est plus kung-fu et surtout plus fantastique, quoi. C'est vraiment des films qui se veulent être des films fantastiques, voire des films de super-héros. Et c'est une tendance qu'on a, qui est dans le cinéma chinois. Je reprends pour exemple Sakra, hein. Ça a été tout le fond de la promotion que Donnie Yen a dit, hein. Il était en train de nous dire, Sakra, c'est Marvel en chinois, hein. Il se place directement sur ce terrain. Et malgré que c'est du DTV et que ça attaque pas les salles et que c'est surtout pas c'est fait pour le public chinois, hein, ils s'intéressent pas à nous, hein, ils sont autosuffisants. C'est fait pour au goût chinois, hein. Nous, on les a gratuits sur YouTube quand ils sont mis sur YouTube, donc ils espèrent même pas en faire des sous ici pour l'instant. Mais c'est des films qui veulent donner au public chinois du Marvel chinois. Donc on est vraiment dans le film de super-héros. Donc voilà un peu pour de quoi ça parle, ces films-là. Alors c'est pareil, comme tu l'as dit, je parle depuis longtemps là. Je vais pas dire quelque chose. Non, t'inquiète, vas-y, je t'écoute, c'est intéressant. T'as plus travaillé le wuxia que moi, donc c'est et donc plus de trucs à dire après. Ouais, c'est des films, comme t'as dit, alors qu'il en énormément quand on est dans la partie wuxia de Chris Wu, énormément sur l'animation japonaise. C'est-à-dire qu'au niveau des plans de caméra, de la manière de filmer l'action, de certains plans, même de la colorimétrie, même des designs des monstres, parce qu'il y a pas mal de monstres, pas mal de créatures, des armes et tout ça. On est pour les gens qui regardent, qui aiment l'animation japonaise, surtout actuelle, hein, parce qu'il s'inspire beaucoup de choses actuelles. On est complètement dedans, hein. Je veux dire, le Demon Slayer Bureau, tu retrouves des scènes d'action qui sont pas calquées, mais qui sont très inspirées par des scènes de combat qu'on peut avoir dans des grosses licences comme Demon Slayer, par exemple, hein, où d'ailleurs on chasse aussi des démons. Ces espèces de plans désaxés, ces travelling circulaires très rapides, voilà quoi, c'est des choses qu'on va avoir, qu'on va retrouver énormément dans la façon de filmer l'action, filmer entre guillemets, hein, dans l'animation japonaise, et on voit qu'il en bouffe pas mal, hein, Chris Wu, puisque ça se remarque directement au niveau des concepts, au niveau des visuels, au niveau des designs, je dirais même des chara-design de certaines créatures, de certaines bêtes robotiques, parce que comme c'est très steampunk, il y a beaucoup de choses robotisées, hein, des créatures, des armes robotisées, et très, on sent cette grosse influence. Et moi, en grand amateur d'animation japonaise, je ne gâche pas mon plaisir à voir tout ça.
Non, mais Je laisse quand même un peu parler, s'il te plaît, parce que là, j'ai plus de salive. Vas-y, bois un coup. Non, mais c'est ce qui faisait un petit peu le génie du cinéma de Hong Kong. Là, on parle du genre du wuxia, c'est-à-dire qu'en fait, ils arrivaient à puiser dans les sources littéraires, culturelles, traditionnelles chinoises, mais en les adaptant à à un public en fait actuel, jeune, moderne, en puisant dans des références diverses, quoi, du cinéma occidental, comme tu as dit, du jeu vidéo, du manga, du steampunk, de l'animation, de plein de trucs. Et en fait, c'est vrai qu'on retrouve pas forcément ça tout le temps d'un point de vue aussi personnel et singulier chez tous les réalisateurs de DTV. Alors moi, contrairement à vous, quand je dis vous, je dis toi et Jonathan, par exemple, qui est pas là, mais vous avez vu beaucoup plus de DTV chinois que moi. Moi, j'en ai pas vu tant que ça, et j'en ai vu quelques-uns, mais j'ai un peu globalement remarqué que chez Chris Wu, il y a quand même ce truc, voilà, qu'avaient un petit peu les réalisateurs hongkongais c'est ce qui faisait la richesse, en fait, du cinéma de Hong Kong, et pourquoi le cinéma de Hong Kong a autant marché, en fait, chez nous, c'est que ils arrivaient je prends typiquement un film comme Evil Cult, par exemple, de Wong Jing et Sammo Hung, qui puise d'ailleurs dans le même univers que Sakra, hein, je crois que c'est issu du même roman de Jin Yong, je crois, et pareil, qui était à la fois une histoire que tous les Chinois connaissent, parce qu'en fait, pour nous, ça paraît compliqué, toutes ces intrigues, toutes ces légendes, tous ces trucs, mais pour le public chinois, c'est quelque chose de complètement naturel et normal. C'est des personnages qu'ils sont pas obligés d'introduire, etc. Donc c'est beaucoup plus simple. Et un film comme Evil Cult, c'était typiquement ça. C'était quelque chose qui puisait dans les légendes chinoises, dans les romans chinois, que le public chinois connaissait, mais avec une rythmique, un montage, une musique, des choses typiquement piquées dans la mise en scène et dans le style que tu peux retrouver en Occident, au niveau du rythme, au niveau de plein de choses. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est ce qui faisait un petit peu d'ailleurs la symbiose et un peu le côté métissé et intéressant de ce cinéma, et un peu unique, qui était Hong Kong. C'est comme si c'était une ancienne colonie britannique, que c'était à la fois chinois. Il y avait une espèce à la fois ils parlaient de ce qu'ils étaient, mais en même temps en s'ouvrant à plein de genres. Donc c'est ce qui faisait la singularité du genre. Et je trouve que tu retrouves ça effectivement chez Chris Wall. Ça serait peut-être ça en fait ce qui le caractériserait le plus de cette lignée de cinéma, de cinéastes, pardon, du cinéma hongkongais. Et puis pour l'efficacité, moi je trouve quand même que il est un peu dans la lignée aussi de quelqu'un comme Tony Liu pour les wuxia-pen, à savoir il coupe à des moments. J'en parlerai un petit peu plus tard, plus pour les films de commando, mais d'ailleurs il a tendance à couper les plans séquences dans le plan pour dynamiser, par exemple, ce qui est très intelligent. Et c'est quelque chose que Tony Liu, par exemple, faisait. Il avait tendance à ce qu'on ne fait plus du tout d'ailleurs aujourd'hui dans les scènes d'action. On a tendance à tout laisser et à regarder un peu la performance des acteurs qui répètent, alors que ils avaient encore ce souci de mise en scène à Hong Kong. Mais des gens comme Chris Wu, des gens comme Tony Liu avaient aussi cette espèce parce que je pense qu'ils étaient très liés en fait au goût du public et à ce que le public voulait. Ils savaient que voilà, là il fallait plus dynamiser telle ou telle scène, tel ou tel plan pour que le public s'ennuie pas, quoi, pour accrocher le public. Et comme en plus il est sur une logique effectivement de streaming en fait, de vidéos des films que tu fabriques et que tu distribues directement sur les plateformes, ce qui fait que tu as une espèce de retour direct qui est un peu différent en fait du cinéma, où il y a plus d'attente, où il faut compter sur les salles, c'est un autre public, etc. C'est parce qu'il c'est un autre mode de production, c'est une autre manière de consommer des films aussi. Et voilà ce que je peux dire à peu près sur les liens entre Chris Wu et le cinéma de Hong Kong, et puis les influences qu'il brasse et qu'il remet dans ses films. Et je pense que ça fonctionne aussi pour ça. Ouais, c'est super intéressant, et t'as tout à fait raison de faire un parallèle avec Tony Liu. Je suis vraiment d'accord, et j'avais pas pensé, mais c'est vrai. Alors en plus il a une particularité, je pense. Déjà, alors quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est lui qui dirige l'action de ses films. Vu que c'est quelqu'un qui est un pratiquant d'arts martiaux, il n'a pas de directeur de l'action. C'est lui qui scénarise, qui storyboard et qui chorégraphie ses films. Alors il y a peut-être quelques assistants chorégraphes qui sont là. C'est très difficile d'avoir des fiches techniques, donc on pourra pas vous dire qui c'est. Et puis de toute façon, je pense qu'on les connaîtrait pas. Mais c'est quelqu'un qui dirige lui-même l'action de ses films, et ça se voit aussi par rapport à ce qu'on voit souvent dans le DTV. Alors je m'explique vite fait, où j'ai trouvé que chez Chris Wu, et je pense que c'est parce qu'il a lui-même une connaissance intime des arts martiaux, qu'il pratique depuis son plus jeune âge, qui fait la diff, c'est que dans les films de Chris Wu, les gars
c'est pas des Yuen Biao, hein, mais c'est des artistes martiaux. C'est-à-dire qu'on va pas chercher des mannequins beaux gosses. Alors ils sont aussi beaux gosses, hein, il essaye d'allier les deux, hein, je dis pas le contraire. Mais on va pas chercher des mannequins qui savent pas lever le pied pour faire des films. Et c'est souvent ce qu'on a dans le DTV chinois, c'est-à-dire que ça donne des trucs où dès qu'il y a le moindre saut, c'est du CGI moche, donc on voit directement que c'est un rajout et que c'est pas le gars, il est pas accroché à des câbles ou il saute pas. Voilà. Et puis c'est très cuté parce il faut pas montrer que les gars savent pas mettre des coups de pied, des coups de poing. Donc c'est très cuté, histoire de cacher les mouvements. On a souvent ça, hein, on retrouve souvent ça dans le cinéma d'action actuel chinois, hein, et surtout dans les Kung Fu Pian, justement. Ces séquences hyper cutées, histoire que de pas montrer le mouvement tel qu'il est, parce qu'il est pas beau. Un grand renfort de CGI pour le moindre mouvement, un petit peu acrobatique et tout. Et chez Chris Wu, on retrouve beaucoup moins ça. On peut le retrouver, mais bon, tu le retrouves dans Sakra aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire sauter un mec en l'air, tu fais du CGI, tu mets plus des câbles. Mais quoique dans Sakra, il y a quelques câbles. Il y a moins de morts du coup. Ouais. Mais bon, ouais. Et donc on retrouve ça, c'est assez appréciable aussi dans son cinéma. Alors attention, hein, on dit pas à tout le monde que c'est des chefs-d'œuvre. C'est pas des films faits pour être des chefs-d'œuvre, c'est des films faits pour être des séries B, super bien ficelés, super bien efficaces, que vous regretterez pas d'avoir vu. Ce sont de bons films d'action, de très bons films d'action. Des très bons films d'action, bien ficelés. Et dans ces films de kung-fu, je remarque ça. Ce qui fait aussi que ça sort de la mêlée pour les gens qui ont l'œil, c'est que les gars, ils savent se battre. Et que Chris Wu, avec sa caméra, il cut pas n'importe comment. Comme tu as dit, il amène très bien les coups, on sent bien les impacts. Il laisse le temps au mouvement de se faire. C'est pas hyper cuté n'importe comment pour que ça forme une espèce de bouillie, ou alors on a l'impression que ça bouge partout, mais on sait pas trop bien qui fait quoi. Il y a tout un travail fait sur la spatialisation. On n'est jamais perdu dans son action, et encore plus notable, je trouve, sur les films d'action contemporains sur lesquels on reviendra après. Ça, c'est appréciable. C'est quelqu'un qui sert des arts martiaux, qui respecte les arts martiaux. Hein. Donc, s'il a besoin de quelqu'un qui doit mettre des coups de pied, il va chercher quelqu'un qui sait mettre des coups de pied, ou alors il lui apprend à mettre des coups de pied avant de tourner. J'en sais rien, mais en tout cas, ça se voit à l'écran qu'il y a des choses qui sont faites pour de vrai. Et c'est mis en avant par un montage beaucoup plus aiguisé et beaucoup plus intelligent que ce qu'on peut voir souvent dans le DTV chinois. J'avais un autre truc à dire par rapport à ce que tu disais. Je sais plus, donc je le dirai pas. Mais voilà, c'est des films de très bonne tenue, de très bonne facture, qui se moquent pas du public. Et si vous avez vu, si vous avez aimé Detective D, par exemple, hein, les derniers Choi Arc, la dernière trilogie de Choi Arc en wuxia, au niveau de la facture visuelle, au niveau des univers montrés, tout ça. Alors attention, on n'est pas dans la même gamme de films. Ce sont de petits détectives, des mini-détectives. On n'est pas dans la même gamme de films, mais si vous voulez poursuivre l'expérience de ce genre de film, films de Chris Wu feront très bien l'affaire. J'avais un truc à dire, ça m'énerve. Sur je sais pas, l'appréciation du public de DTV, qu'est-ce que j'avais dit? Non, ça tu l'avais dit. Non, c'était par rapport à l'action, par rapport à la mise en scène, il me semble. Mais bon, j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Ça te reviendra peut-être, mais on va justement peut-être passer à la deuxième étape, comme tu l'as abordé, le film contemporain, le film d'action contemporain, ça serait bien. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Vas-y. Alors c'était dans Strange Door and Dark Blade, par exemple, où on voit par exemple Chris Wu faire un grand effort, et il a aussi un discours sur le cinéma. C'est-à-dire que malgré qu'il a qui fait des films d'exploitation, des films d'action, de consommation, de grosse consommation, de grande consommation, je pense à tout son discours sur l'ombre et sur l'image et sur le vu et le non vu qu'on a dans ce film, parce que c'est un film qui se base sur un quiproquo à base d'ombre, hein, c'est-à-dire qu'il y a des monstres qui deviennent des ombres et qui tuent des gens, mais alors on sait pas si c'est des ombres, qui contrôlent ces ombres, et il y a toute une histoire sur les ombres chinoises, et puis à un moment t'as ce discours qui est posé, t'as deux personnes qui sont en train de se parler, alors des trucs qu'on a déjà vu 100 fois, mais qui s'inscrivent bien dans son propos, et puis on a deux personnes qui sont un homme et une femme qui sont en train de se parler, et derrière on a l'impression qu'ils sont en train de s'embrasser. Hein, et il y a une espèce de quiproquo, les gens qui voient les ombres pensent qu'ils sont en train de s'embrasser, et il y a tout ce discours, hein, donc qui est porté dans ce film-là sur qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on voit, est-ce que ce qu'on voit est la réalité,
Est-ce que le cinéma vous montre la réalité ou est-ce qu'il peut vous faire croire à ce qu'il n'est pas? Et il y a tout ce discours qui est très intéressant. Donc, alors j'ai pas dit que c'était des films d'auteur, hein. J'ai pas dit que, mais on voit que il apporte des questionnements. Il questionne l'image hein, aussi beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui questionne l'image. Ah bah, il vient de la pub. Hein. La pub et l'image, et voilà. Donc c'est comme les mecs qui viennent du clip. Hein. C'est comme les Fincher. C'est comme ça. C'est des gens qui questionnent l'image. Et on retrouve ça, toute proportion gardée, chez Chris Wu. Cette manière de questionner l'image et de donner un sens à l'image et de questionner le public par rapport à ce qu'il voit. Est-ce que ce qu'il voit est vrai? Est-ce que ce qu'il voit est faux? Comment il interprète les choses qu'on lui montre? Et j'ai trouvé ça très intéressant dans le Stranger and Darkblade, de tout ce discours, qui fait que ça m'a fait encore plus apprécier le film, qui n'est pas que un film d'action très bien fait. On voit qu'il essaye d'aller un peu plus loin. Ah, attention, je pèse mes mots. Je vous ai pas dit que c'est le plus grand chef-d'œuvre du siècle. Mais il y a quand même tout ce travail qui est très intéressant et qui fait que c'est pour ça qu'on retient ces films plus que plein d'autres trucs qui sont très sympas au demeurant sur les plateformes chinoises, mais qui ont pas cette vision du travail de ce que l'on fait, ce dialogue entretenu avec le public, ce dialogue implicite sur son propre travail que Chris Wu peut parfois entretenir avec son public. Bah écoute, c'est très intéressant, et en plus de ça, c'est vrai que ce film-là, c'est pareil, moi ça m'a fait parce que en fait tout était plus ou moins réussi, même le personnage principal, la fille, l'héroïne, donc assassin du début, a un parcours très intéressant, même au niveau de la narration, au niveau de l'histoire, je trouvais ça très cool. Non, vraiment, celui-là pour moi c'est le haut du panier, donc je pense que comme il monte en gamme de plus en plus, on aura peut-être des Wuxiapian de ce calibre-là qui arriveront, peut-être qu'il y aura une suite, etc. Donc ça donne envie en tout cas. Et oui, comme tu l'as dit, il y a des grosses velléités artistiques, il y a un point de vue de metteur en scène dans un type de mode de production, de consommation qui est un peu restreint, et là il arrive quand même à s'exprimer artistiquement. Donc ça c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est quand même assez notable, quoi. C'est quand même assez important. Mais donc je pense qu'on a fait le tour sur le wuxia. On va peut-être attaquer le film d'action contemporain. Qu'est-ce que tu en penses? Avec plaisir. Eh ben moi personnellement, alors je vais peut-être pas les aborder dans l'ordre, mais dans l'ordre des apparitions, mais moi je l'avais découvert de toute façon, Chris Wu, avec Blind War. Que j'avais trouvé, parce qu'on m'avait dit, d'ailleurs ça nous permettra de rendre un peu hommage à Jonathan pendant cet épisode. C'est vrai que Jonathan était un gros consommateur de films d'action, comme vous savez, et il regarde beaucoup de DTV, il est à l'affût de beaucoup de films d'action de DTV, et à l'époque il m'en avait parlé pendant longtemps. Il m'avait dit Blind War, il faut le voir. J'avais mis un peu de temps à le regarder, et c'est vrai que moi j'étais pas à proprement parler attiré par le DTV chinois, parce que comme vous savez, je suis un gros consommateur nostalgique des années 80-90 hongkongais, ou alors j'aime les gros films chinois sur grand écran. Donc j'avais pas forcément envie d'y aller tout de suite. Et puis c'est vrai que j'ai fini par le mettre un petit peu sur mon lecteur, et puis j'ai été assez impressionné par la qualité, encore une fois, technique, le visuel qui m'a accroché tout de suite, l'histoire aussi, encore une fois, l'histoire très intéressante d'une espèce de relecture du maître aveugle, quoi, qui est une figure. C'est Zatoichi, en 2023. C'est ça, en fait, c'est une figure connue des romans et des légendes chinoises, mais qu'effectivement, la figure la plus connue chez nous, c'est Zatoichi. C'est les Japonais qui l'ont repris, effectivement. Mais oui, c'est ça, c'est une relecture de ça, avec Andy On en plus. Andy On, qui est un réalisateur américain d'origine chinoise, qui parlait même pas le cantonais au début quand il est arrivé à Hong Kong, qui parlait le mandarin, et qui est devenu progressivement en fait un acteur de Hong Kong, hein, qui a commencé chez Tsui Hark d'ailleurs, hein, en reprenant le rôle de Black Mask, Black Mask 2, qui est un film que j'aime bien, mais qui est un film très particulier, que je vous invite à découvrir. Mais voilà, en tout cas, il a commencé avec Black Mask 2, donc derrière Jet Li. Donc c'était quand même une grosse responsabilité à l'époque, et puis progressivement c'est devenu un peu une star, mais qui a pas forcément eu la carrière qu'il méritait à Hong Kong. C'est vrai que c'est quelqu'un qui pourtant qu'est-ce qu'il a joué dans ce sacré bon film. Ouais, c'est clair. Pour les gens qui ne voient pas trop qui c'est, vous pouvez le voir. Il a fait le True Legend de Yuan Wuping, il a fait The Lost Blazmen, il apparaît dans Les Trois Royaumes, Mad Detective, Élection, enfin je veux dire Andy On. Police Story.
New Police Story. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a une sacrée carrière. Et je trouve que d'ailleurs, c'est intéressant d'ailleurs que Chris Wu, qui travaille pour le marché continental et qui est un homme du continent, ramène ces gloires du cinéma hongkongais. Et je pense que, alors je vais dire pourquoi, mais dans ces films d'action contemporains, on est complètement, il s'inscrit complètement dans l'univers de l'action hongkongais. Alors, il y a 3 films, il y a Blind War, on va revenir dessus parce que je suis pareil que toi, et je pense que c'est mon préféré du bonhomme, Blind War, moi. Et pourtant, je préfère les Wuxia, mais là, franchement, celui-là, je pense que c'est mon préféré. C'est vrai. Il en a 2 autres, un espèce de film de suite qui se fait pas suite, en fait 2 films qui abordent la figure du sniper, donc il y a The Sniper et King of Sniper, ou The King of Sniper, je ne sais plus, dont on va reparler. Alors, Blind War, qu'est-ce que... Blind War, Blind War d'abord ou d'autres avant? on peut revenir sur Blind War après, là, comme effectivement tu avais évoqué le Sniper et King of Sniper, que moi j'ai trouvé aussi excellent. Moi, effectivement, contrairement à Paul, moi le wuxia n'étant pas mon genre de prédilection, j'ai tendance à aller vers les films d'action contemporains la plupart du temps, et donc effectivement ça correspond plus à ma sensibilité, on va dire. Oui, moi, ce qui m'a surtout marqué, encore une fois, c'était que visuellement, dès les premières scènes, j'étais emporté par un truc. Il voulait me raconter une histoire. Moi, je me rappelle de la première scène de Sniper qui se déroule dans une espèce de camp de prisonniers avec un gamin comme ça. C'est vraiment très bien amené. Il y a de la narration, il y a du drama. Il fait aussi ce qui est typique du cinéma hongkongais des années 80-90, c'est le changement de ton, le changement de rythme avec un personnage comique qui arrive en plein milieu, qui est toujours interprété par le même acteur aussi d'ailleurs. Alors les acteurs, je suis navré, les acteurs de Chine continentale, je les maîtrise pas encore assez, donc je vais pas tous les citer. Par contre, je vais citer quelqu'un qui l'utilise beaucoup dans ses films, une actrice qui s'appelle Yang Jing, et qui est une actrice qui a un jeu assez particulier, un peu spécial, et qui est très très bien, et qui se bat très 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 bien. Je sais pas si c'est une pratiquante d'arts martiaux, mais en tout cas elle bouge très très bien dans les films, elle fait toutes ses actions, et elle a un style particulier, vous verrez, qui est encore une autre chose. On est un peu dans ces Girl with Gun des années 80-90 hongkongais, effectivement, mais avec elle fait très bien la psychopathe, c'est clair que. C'est ça, voilà, c'est ça. Elle a un regard spécial. Ouais. Donc c'est vrai que son jeu repose beaucoup sur la psychopathie et puis le regard comme ça un peu dark, quoi. Il amène un peu autre chose avec ce personnage. Moi, les personnages de psychotiques en général dans les films, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si c'est les Coréens qui ont amené ça ou les Japonais. Je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est pas forcément quelque chose vers lequel je vais. Mais là, je trouve que ça correspond bien en fait ce qui est cool en fait dans ces films, c'est que ça se prend pas tout le temps au sérieux. C'est-à-dire que c'est un petit peu, encore une fois, on revient encore au cinéma de Hong Kong, mais quand ils font de l'action, ils y vont. Quand ils font du kung-fu, ils y vont. Quand ils te font du drama, ils y vont. Mais par contre, il y a une grosse scène de comédie qui arrive en plein milieu avec une musique un peu poète-poète. Et ça, c'est complètement assumé. Et ça fait vraiment plaisir parce que, et moi, c'est aussi pour ça que j'aime le cinéma chinois plus que le cinéma coréen, par exemple. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent peu le cinéma coréen que moi, j'en ai pas vu tant que ça, mais je trouve que par moment, ça se prend un petit peu trop au sérieux et ça va un petit peu trop dans le glauque. Alors que là, il y a quand même une espèce de légèreté qui fait quand même plaisir et qui, moi, correspond plus à mon goût. Donc je remarque quand même ce truc-là à chaque fois. C'est-à-dire, quand même, on fait du cinéma d'action, mais on prend quand même les choses un peu à la légère parce que ça reste quand même une récréation. On le voit dans les making-of à la fin, c'est des mecs qui bossent, mais c'est des mecs qui mettent aussi beaucoup de passion, de plaisir et dans ce qu'ils fabriquent, etc. Et puis pareil, moi, encore une fois, la petite critique que j'aurais à faire, mais ça encore une fois c'est personnel, c'est par rapport à mes goûts. On est plus dans une chorégraphie d'action. Alors il y a du flingue, il y a des scènes de sniper d'ailleurs qui sont visuellement très très cool aussi, mais il y a aussi beaucoup de combats et notamment on est plus proche d'un style de combat là, un peu close combat, un peu avec des prises, avec des choses comme ça, MMA, MMA. Ouais. Encore une fois, on retrouve beaucoup ça dans le cinéma coréen, indonésien,
même dans les derniers films comme John Wick. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui est très à la mode parce que c'est plus au goût du public de maintenant. Moi, je suis plus un vieillard à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'aime mieux les combats un peu kickboxing, kung-fu des années 80-90 de Sammo avec des impacts, avec des trucs un peu plus comme ça. Mais dans ce cadre-là, quand même, de cinéma close combat qui moi me touche un peu moins, c'est quand même du super ouvrage. Et il fait quelque chose aussi. Moi, je dois rendre hommage aussi à Corey Yuen, c'est-à-dire que Corey Yuen, c'était quelqu'un qui sa spécificité, c'était vraiment de mélanger le kung-fu et les flingues. Hein, le gun-fu, ça vient vraiment de Corey Yuen. Alors, contrairement à John Woo qui lui utilisait les flingues, qui remplaçaient les sabres par les flingues, et de l'autre côté il y avait des gens comme Jackie Chan qui faisaient du kung-fu. Corey Yuen avait tendance à mélanger les deux, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent beaucoup à Corey Yuen pour ça, ce mélange un petit peu des deux en alternant flingue, kung-fu, etc. Il y a vraiment une particularité, je trouve, et que tu retrouves aussi là dans ce type de film, c'est-à-dire que les deux sont un petit peu mélangés comme ça, il y a vraiment les deux qui se superposent à chaque fois. Et voilà, donc il y a plein de choses visuellement qui sont super dans ces films. Là, je raconte pas forcément l'histoire, moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus dans un film d'action. Donc, mais quand même, l'histoire est intéressante. Il met quand même enfin, il y a quelque chose quoi au niveau de l'histoire. Il y a quelque chose au niveau de la narration. Il y a un petit peu des traumas de personnages. Ça raconte quelque chose quand même. C'est pas totalement des films d'action non plus au sens brut et bête du terme. C'est vraiment aussi le film The Sniper, parce qu'il y a plusieurs titres. Hein. Vous allez voir Sniper, il y a 3-4 titres différents que vous allez trouver un peu sur YouTube, mais ça s'appelle Sniper, je crois. Ouais, The Sniper. The Sniper, pardon. Et celui-là, bah, typiquement, le héros a aussi un parcours très intéressant, hein, qui avec le lien paternel avec un gamin, etc. Enfin, c'est super, c'est naïf, c'est innocent, mais il y a une espèce de simplicité et de beauté qui se dégage du truc qui fait que c'est très très agréable à suivre. Et moi, je préfère un peu cette légèreté aussi. Et le côté un petit peu plus traditionnel et moins glauque finalement que tu peux retrouver dans le cinéma coréen. Moi, je préfère un peu le cinéma chinois dans le type dans le film d'action par rapport à ça aussi. Et c'est quelque chose de complètement hongkongais, ça, hein, de faire rire avec de l'action. Voilà, Jackie Chan, hein, y a pas besoin d'aller plus loin. Faire rire tout en faisant de l'action, de la vraie action. Voilà, c'est quelque chose c'est une tradition qu'il connaît visiblement et qu'il veut perpétuer. Donc ouais bon alors ouais, comme tu disais, je repars sur les scénarios. Ouais, c'est des scénarios où il y a quelque chose, il y a toujours finalement un parcours initiatique, hein, du héros ou de l'héroïne concernée, hein, quels que soient les films. Alors très rapidement, hein, dans The Sniper, comme tu l'as dit, c'est une histoire de rédemption d'un mec brisé, d'un ancien soldat brisé par une trahison, qui va retrouver, c'est des plots super connus mais qui marchent quoi, qui va retrouver goût à la vie et goût à l'honneur à travers la protection d'un petit garçon. Puis après tu vas avoir dans The King of Sniper cette fille là, je sais plus comment elle s'appelle, voilà, qui l'actrice c'est Yang Ching. Yang Ching, hein, qui est un peu la même chose, qui est une psychopathe à la base, qui a tué hommes, femmes, enfants, une ancienne sniper, qui a fait des horreurs partout et qui finalement au cours d'une mission retrouve son humanité. Retrouve son humanité à travers encore d'ailleurs le refus de tuer un petit garçon. Ouais. Donc c'est des choses. Et dans Blind Wars, vous avez ce parcours du gars qui est un flic de haut vol qui devient aveugle, hein, et qui doit finalement continuer à lutter pour la justice, hein, si vous voulez. Alors je vais pas faire tout le scénario, hein, mais en s'appropriant cette spécificité, et qui fait équipe d'ailleurs avec cette Yang Chin, c'est ça, hein, ouais. Qui est encore plus psychopathe que dans l'autre. Et donc il y a toujours ce truc là, ce parcours du héros un peu campbellien, hein, de surmonter l'épreuve, retrouver son humanité, accepter sa mission, accepter son rôle. C'est des trucs vus et revus, mais qui marchent très bien dans le cadre d'un film d'action, et qui sont très bien écrits, et surtout écrits sans prétention. Et ce qui est appréciable dans ces films-là, c'est que on retrouve pas le cynisme ambiant qu'on a aujourd'hui dans tous les films américains qui se moquent de leur propre sujet, en fait. D'accord.
et qui sont là à nous faire rigoler. regardez nos héros, qu'est-ce qu'ils sont cons. Non, là on est dans du premier degré, assumé à la chinoise, à la hongkongaise, et puis ça fait plaisir de voir ça parce que on aime bien parfois aussi les films d'action premier degré, être embarqué dans une histoire, être avec le héros. Enfin voilà quoi, c'est des films qui proposent pas autre chose mais qui le proposent bien. Et oui. Globalement, c'est vrai que c'est difficile de faire, comme tu l'as dit, des films héroïques où tu te moques de ton héros. Ouais, autant de pas en faire en fait. Autant de pas en faire, ou alors faire un film comique. Voilà, tu fais une parodie. Alors ça peut être appréciable de temps en temps quand c'est bien fait, mais quand ça devient une norme. Bien sûr, exactement. Ouais, ça devient une norme, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Par exemple, moi, dans le cinéma, populaire, mainstream aujourd'hui américain, où c'est énorme, où on a peur de prendre au sujet son sérieux. Je sais pas, ils ont peut-être peur de ce qu'on se dise que c'est des ados attardés, j'en sais rien. Mais moi, j'affirme, j'affirme mon statut d'ado attardé quand il faut prendre plaisir à regarder des trucs premier degré, ou voilà. Alors c'est très violent, c'est des films très violents. Hein, c'est vraiment là on dit ça aussi parce que c'est des films dans l'action très violent. Hein, c'est pas de l'action aseptisée, mais aussi où il y a de l'humour et tout ça. Donc ouais, t'as raison. Sur les scénarios, sont très efficaces, comme je disais, c'est écrit de façon efficace pour tenir le public en haleine, pour que le public s'attache au personnage. Et franchement, ça marche. Ça marche bien. Alors on voit un bon niveau réel dans ces films contemporains. Moi, Michael Bay c'est le mentor, hein, ça se voit. Hein, je veux dire, ces grands travelling circulaires, ces mouvements de caméra super amples, là, tout ce qui, ces trucs dronés, hein, ces plans au drone. Enfin voilà quoi. Le gars, il a poncé son Michael Bay comme pas possible, ça se voit. Et on retrouve aussi des influx. Par exemple, on retrouve pas mal d'influx de Choi Ark. Hein. Moi, je pense à tous ces plans qu'il fait à la Time and Tide, là où au début déjà, t'as ça dans The Sniper, là, cette caméra qui part de la cible. Du sniper pour arriver dans la bouteille du gars qui est en train de le regarder avec une bouteille vide en face. T'as ça à un moment donné dans je sais plus quel film où t'as une caméra qui passe à travers les tuyaux d'une caméra pour aller s'installer dans le câble dans le casque d'un autre qui passe donc à travers les circuits d'un truc. T'as tous ces jeux qu'on a dans Knock Off ou qu'on a dans Time and Tide chez Choi Ark. Bon, ça je pense que c'est un clin d'œil assumé et réutilisé. Par contre, t'as un truc, un petit point noir au tableau, c'est quand il a une bonne idée, Chris Wu, il la réutilise. Alors ces plans-là, dans tous ces films, on les a. Hein. Ça passe d'un truc à un autre. Les plans à la Time and Tide, moi j'appelle ça. Hein. Ça, on en a beaucoup. Je pense notamment aussi à cet effet comique. Enfin, personnellement, moi je trouve pas ça super comique. Ou alors tu me le fais une fois, mais ça suffit. Qu'on a dans King of Sniper, où à chaque impact on a au ralenti le visage qui, tu sais, les joues du visage qui bougent au ralenti. Alors c'est marrant une fois, mais au bout de la 10e fois, c'est bon, lâche l'affaire, tu vois. Voilà, il y a 2-3 trucs où quand il a une bonne idée, alors peut-être parce qu'aussi il faut voir le temps de création et le temps de production que prennent ces films-là. C'est des films qui sont faits très très vite. Hein. J'avais un truc, le Marshall Universe. Alors c'est pas de l'action, mais c'est pareil. Le Marshall Universe, c'est 4 mois de post-prod. Je veux dire, un Marvel, je sais plus combien c'est, pour quel résultat parfois piteux, c'est plus d'1 an, 1 an et demi de post-prod, souvent, ces films-là, il me semble, tu vois. Donc, bon, c'est pas les mêmes délais, hein. Donc, quand t'as une bonne idée, tu la prends, et tu t'en sers, tu vois, tu la rentabilises, hein. Mais c'est vrai que bon, parfois, ça peut être un peu lourdeau. Si j'avais un point noir à faire, ce serait ça. Mais ouais, au niveau de l'action, on est dans du gros spectacle. Moi, je pense notamment, on mélange un peu les films, tant pis, mais bon, c'est pas grave. Je pense notamment à ce plan séquence, là, dans le tribunal, au début de Blind War. Ouais. Qui est quand même bien torché. Ah putain, c'est du beau boulot, hein. Bien torché. Franchement, je me suis même demandé à un moment si c'était pas un faux plan séquence. J'ai essayé de voir où se cachait le raccord, je l'ai pas trouvé. Franchement, c'est costaud. Mais justement, j'avais un truc à dire par rapport au plan séquence, tu vois. Le plan séquence par rapport au film d'action d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un truc très à la mode, hein. C'est devenu vraiment un truc que tout le monde fait. Mais moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est plus intéressant. Parce qu'en fait, il ne fait pas l'erreur que font beaucoup de gens qui font des plans séquences. Je prends typiquement, je vais reciter John Wick, on va dire que je fais une fixette, mais où j'ai l'impression qu'en fait, quand ils font un plan séquence, je vois des acteurs répéter une chorégraphie. Et en fait, comme ils ne cutent pas à certains moments et ils ne placent pas la caméra au bon moment, comme pouvait le faire par exemple Sammo ou Yuan Wuping dans les années 80-90, quand ils utilisaient des acteurs qui ne savaient pas forcément pratiquer, ils avaient tendance à couper. C'est ce que tu disais tout à l'heure.
Alors, plus le mec est mauvais, plus tu coupes. Mais un mec qui s'est bien entraîné, par exemple, comme Keanu Reeves, et ça se voit, si tu n'as pas un metteur en scène d'action derrière pour sublimer ses mouvements et pour te faire croire, pour te faire pénétrer, pour viscéralement te faire rentrer dans l'action, c'est très compliqué pour le public, en fait, d'y croire. Et moi, personnellement, je ne rentre pas dans John Wick principalement pour cette raison-là. C'est même pas peut-être une question de style, ça c'est encore autre chose, mais c'est la pure mise en scène du combat, surtout du combat à main nue. Et ce que je trouve d'intéressant, en fait, chez Chris Wu, il y a un plan, à un moment donné, il y a aussi un autre plan séquence vers la fin, bah justement, c'est Yang Qing qui le fait. Elle se bat dans une espèce de bureau, dans le bureau du méchant, où elle étale plein de mecs en même temps avec il y a du flingue, il y a du kung-fu, je sais pas si tu vois cette scène, dans le bureau, elle se planque, machin. Ouais. C'est du plan séquence, mais ce qui est intelligent, c'est qu'en fait, il coupe à l'intérieur du plan séquence. C'est une technique qu'avait inventé Godard, je crois, dans je sais plus quel film avec Belmondo là, où en fait alors lui c'était des plans fixes, hein, Godard, mais il coupait à l'intérieur du plan, ce qui se faisait pas beaucoup en fait. C'était une espèce de nouvelle façon d'amener la mise en scène à l'époque, de monter en fait, et ce qui fait que ça dynamisait en fait le plan. Alors je pense que j'ai pas vraiment suranalysé. Il y a peut-être que Tsoyark le faisait déjà, tu vois. C'est possible, tu vois. Peut-être que Chris Wu l'a pas inventé ce truc-là, mais je trouve que ça se voit pas tout le temps. C'est peut-être un truc que les gens devraient peut-être plus penser, les mecs qui font des plans séquences, parce que souvent, moi j'ai revu un film indien il y a pas longtemps au cinéma. Le plan séquence est terrible, c'est-à-dire que tout le monde s'entraîne, les mecs, parce que c'est balèze de faire un plan séquence, mais comme rien n'est coupé et rien n'est monté correctement, et ben je vois des mecs qui répètent une scène. Je vois pas des mecs qui se battent pour de vrai. Donc ça me pose problème. Et là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que Yang Qing, quand elle prend les mecs, elle prend le flingue, elle roule, elle se cache derrière le truc, elle enchaîne des mecs, la table explose, elle tombe, elle machine. Tout, je crois pratiquement à tout ce qu'elle fait, parce qu'il y a juste ces petits moments subtils de découpe, de montage, qui en fait te font accélérer certains trucs. Et bon, il place la caméra aussi super bien. Faut le dire, c'est que pour du plan séquence, il a tendance à bien placer la caméra, ce qui est pas évident. Et il a ce petit truc tout con du montage où tu vas cutter au bon endroit. Et je trouve que ça te fait rentrer dans la scène d'une manière, voilà. Typiquement, c'est aussi pour ça que je me suis intéressé à ce réalisateur, c'est parce que c'est un type de scène que normalement tu dois voir au cinéma. C'est dans des cinémas quoi, qui rapportent des millions et qui sont grand public et qui ont beaucoup de succès. Ben alors que moi là, je le retrouve dans un petit DTV chinois, alors que normalement ça devrait être la norme quoi. Et donc je trouve que techniquement déjà il y a un truc super. C'est un truc notable que j'ai repéré par rapport à ça. Ouais non ouais, je vais pas en rajouter beaucoup par rapport à ce que tu as dit là. Il y a en tout cas une vision, une intelligence de la mise en scène, un savoir-faire qui est franchement négligeable. C'est très souvent peu lisible, c'est lisible, pourtant c'est nerveux, c'est inventif, c'est immersif. Il y a une utilisation et des cadres, et des mouvements de caméra, et du cut. C'est quelqu'un qui maîtrise son sujet à ce niveau-là. Je pense pas qu'on puisse lui reprocher. J'ai pu parler avec 2-3 personnes qui me disaient la noire, je trouve que c'est surcuté, je trouve que parfois c'est pas lisible. Franchement, faudrait me donner des exemples parce que je vois pas. Il y a quand même bien, et puis surtout il y a tellement pire aujourd'hui. Enfin, ça en termes de lisibilité, c'est compliqué. Quand tu vois ce qu'on peut nous montrer aujourd'hui et quand tu vois, non, franchement, c'est quand même du bel ouvrage. Alors. C'est du bel ouvrage qui est fait avec les moyens qu'ils ont, et quand on voit les moyens qu'ils ont, moi franchement j'aimerais bien, comme tu as dit, moi j'aimerais bien voir ce que ça donne Chris Wu avec des budgets supérieurs en salle, sur grand écran. À mon avis ça pourrait donner quelque chose de très intéressant. On lui souhaite vraiment, parce que là on est vraiment en fait avec quelqu'un qui, on peut le voir, est un petit peu finalement prisonnier de son mode de production et de consommation des TV, et on aimerait bien le voir exploser sur grand écran et dans des budgets beaucoup plus gros et dans des trucs beaucoup plus importants. Alors là, le nouveau justement qui prépare, c'est encore un DTV, parce que je pense que ça va pas être pour tout de suite. Hein. Là en fait on en a parlé, ça fait presque une heure, un peu plus d'une heure qu'on en parle, mais c'est vraiment un début de carrière. C'est quelqu'un qui a commencé il y a quelques années et qui est vraiment 2017. Voilà, on aborde vraiment le début d'une carrière qui nous semble prometteuse, et on le met en avant aussi pour ça, parce qu'on mise un peu là-dessus. On pense que ça va arriver progressivement et que ça risque d'exploser. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Et donc le prochain,
C'est encore, donc je crois que c'est une suite à Blind War, mais je suis pas sûr, parce qu'on retrouve Andy On. Ouais, il m'a semblé que c'était un genre de truc comme ça, ouais, aussi, ouais. C'est ça, et on retrouve quand même au casting, alors là, le prochain, alors on l'a pas vu, hein, il est pas encore dispo, mais il devrait sortir cette année, là, c'est, au casting, on retrouve quand même Simon Yam et Yuen Wah, donc pour les gros amateurs de films hongkongais, vous savez très bien qui c'est, donc deux grosses stars du cinéma de Hong Kong, un qui vient plus du polar et un qui vient plus du film de kung-fu, mais voilà, je pense que là, Chris Wu, Andy On qui revient, suite de Blind War, Simon Yam et Yuen Wah dans des premiers rôles, donc 3 Hongkongais au casting dans un film de Chris Wu, voilà, ça donne très envie. Il manquerait plus qu'ils reprennent donc Yang Ching au casting dans un autre rôle féminin. Ça serait vraiment super cool parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il y a beaucoup d'acteurs hongkongais qui font des petites ou taïwanais mais du cinéma de Hong Kong d'antan qui faisaient des petites apparitions, notamment dans Blind War, on retrouve Weasley. Au tout début, mais le problème, voilà, c'est dommage qu'on les voit pas un peu plus. Moi, j'aurais préféré. On a aussi à un moment donné, alors je sais plus c'est dans lequel, on voit Ken Tong, Jackson Lo aussi. Jackson Lo. Effectivement, Jackson Lo, donc acteur taïwanais, mais qui a fait toute sa carrière à Hong Kong et qui aujourd'hui fait des films en Chine comme. Vous pouvez le voir dans Fist of Legend, par exemple. Voilà, Fist of Legend, vous pouvez le voir dans Contre-Attaque avec Jackie Chan. Enfin voilà, c'est. Mais pareil, ils ont des rôles un peu limités. Ils font des petites apparitions sympas. Bon, c'est sympathique, mais moi c'est vrai que j'aimerais bien les voir un peu plus dans des rôles plus, par exemple, jouer des vrais méchants ou avec des vrais seconds rôles, etc. Donc c'est voilà. Et là, on retrouve 3 acteurs hongkongais au casting de son prochain film. Donc ça fait quand même envie. Et bon, vu les films précédents, à mon avis, ça va être du lourd. Donc restez branchés là-dessus parce que ça va être très bien. Ça montre d'ailleurs cette envie aussi de Chris Wu qu'on ressent comme ça de par parfois sa mise en scène, de parfois les références qu'il cite dans ses films et par ses choix de casting, cette envie de perpétuer cette tradition d'un cinéma hongkongais. Et alors le prochain n'en est que la marque la plus visible avec ce casting 3 étoiles là, dont on est impatient de voir le résultat. Voilà, j'espère que ce voyage à travers la filmographie de Chris Wu vous aura donné l'envie d'en regarder quelques-uns. Encore une fois, on vous le dit, venez pas nous dire c'est pas des chefs-d'œuvre et tout, c'est des DTV, c'est des DTV. On n'a jamais dit que c'était des choses qui révolutionnaient les choses. On a dit que c'était un travail d'artisan très bien ficelé et avec des scènes d'action on ne peut plus agréable à regarder et très bien faites. Et c'est quelqu'un qui a une production value, excusez-moi, et un sens de son boulot qui est indéniable. Donc on vous invite un peu, on essaiera de vous laisser quelques liens de films qui sont visibles légalement sur YouTube. Alors sous-titrés en anglais, en français vous trouverez pas. De ce Chris Wu. Et on pense que c'est quelqu'un qui aura sûrement d'autres choses à nous montrer dans ces prochaines années. On est quand même assez content d'être les premiers ou parmi les premiers à vous en avoir parlé. On se doit aussi d'aller creuser et de faire un peu la promotion de films dont on parle pas beaucoup. Il y a tout un terrain à défricher dans le cinéma chinois, principalement dans le DTV. Il y a beaucoup de choses. Donc on commence modestement à le faire. Je pense qu'il faut qu'on commence à le faire un petit peu. Et en tout cas, voilà, on met le focus aujourd'hui sur Chris Wu. Et écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que je peux conclure? Je voudrais juste embrasser Jonathan déjà et dire qu'il nous a manqué. Avis aux éditeurs, s'il y a des éditeurs des DVD qui nous écoutent, des Blu-ray qui nous écoutent, franchement, le DTV chinois, il y a des choses. Il y a des choses qui peuvent être dans pas mal de genres. Ça serait bien de pouvoir rendre visibles les œuvres qui ressortent du lot et de les rendre visibles à des gens ici, et puis de faire briller un peu ce cinéma qui est complètement absent aujourd'hui, à part de rares exceptions près comme Sakra, ce cinéma chinois qu'on aimerait bien avoir plus présent, que ce soit chez les vendeurs de DVD ou sur écran. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je dis au revoir à tout le monde. J'espère que cette émission vous a intéressé malgré le fait que on a parlé de quelqu'un que vous connaissiez peut-être pas. On revient très vite pour des choses, d'autres sujets, peut-être avec des invités, on verra. On vous embrasse tous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et puis à bientôt.
Ouais, à bientôt tout le monde. Juste pour revenir, je crois qu'il y a un éditeur qui est en train de sortir un film là qui s'appelle VR Fighter avec Louis Fan, effectivement. Donc ça commence un petit peu à arriver. Donc modestement, j'ai vu ça. C'est très cool. En tout cas, voilà, merci encore, merci Paul de m'avoir accompagné. Et puis évidemment, on embrasse Jonathan qui va revenir. Hein, ne vous inquiétez pas, il n'a pas quitté l'émission, il est toujours là. Il va revenir très 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 vite. On l'embrasse, on vous embrasse tous. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous. Salut.